On va être donc en direct et en duplex avec Mame Fatou Niang de New York. Voilà, Mame Fatou, formidable. On la voit, on te voit et on t'entend. Bonjour, bonjour. Génial. Et a priori, tu nous entends aussi. Donc, Mame Fatou devait être avec nous ici à Paris, mais il y a eu un petit problème d'avion. Et donc, tu es depuis New York, où tu vis en grande partie, même si tu viens régulièrement à Paris et où tu travailles. Mame Fatou Niang, professeure des universités, directrice du Centre d'études noires européennes et atlantiques à la Carnegie Mellon University. On s'est parlé un peu par hasard de calendrier, quasiment, déjà au moment de l'élection de Trump et surtout au moment de son entrée en fonction, sa prise de pouvoir en janvier. Et on était nombreux à ce moment-là à être atterrés, mais à se dire... Bon, quand même, les États-Unis, c'est une grande démocratie. Il y a les fameux check and balances. Il y a voilà, des institutions solides. On ne va pas passer du jour à la nuit comme ça d'un claquement de doigts. Et ben, on a un peu l'impression qu'on était optimiste sur le sujet. Bon, je rappelle quand même le jour de l'investiture de Donald Trump, le salut hitlérien d'Elon Musk, le pardon pour les émeutiers du 6 janvier, et puis bon, on a vu le harcèlement à l'égard de firmes privées aux États-Unis, à l'égard de firmes d'avocats, à l'égard des universités. Et toi, Mame Fatou, tu me disais que la vie sur le campus, elle a changé en 24 heures. Tu peux nous raconter un peu ? Oui, alors merci beaucoup, merci. Et je suis vraiment très très triste de ne pas être avec vous physiquement. Et je trouve assez savoureux que mon voyage a été empêché, reculé, reporté de 48 heures parce que je dois rester sur le campus pour justement régler une situation assez sensible qui découle de ce dont je vais parler. Donc l'arrivée tonitruante de Trump et cette administration. Alors, il y a quelques mois, la juge de la Cour suprême, Sonia Sotomayor, disait que l'une des choses que Trump 2.0, cette nouvelle mouture, avait révélé était que le système américain était reposé moins en fait sur ces checks and balances dont tu parlais, ces systèmes de contrôle, le fait qu'il y a trois pouvoirs qui se neutralisaient un peu, mais en fait que le système, ce que Trump montrait, était basé sur ce qu'elle appelait un gentleman agreement, donc entre personnes de bonne facture qui promettaient de respecter la loi, de respecter l'esprit de la loi, et qu'en fait ce que cette administration-là montrait dans son fond, dans sa forme, dans son verbe, dans ses canaux d'expression, ouste les médias traditionnels, on va parler sur Twitter, on va parler sur Truth Social, montrer en fait que l'époque de la diplomatie, l'époque du verbe politique, l'époque même de la pseudo-finesse en politique était révolue. Et, et je pense aussi que pour nous, depuis l'Europe, les Européens, on a vraiment, je le vois très souvent lorsque j'écoute les médias en France ou dans d'autres pays européens, on a sous-estimé à quel point les institutions américaines reposaient sur voilà, ces habitudes, des normes, des narratifs qui créent du groupe, qui créent du clan, qui créent de l'identité et des narratifs qui peuvent changer très très rapidement et finalement beaucoup plus que sur ces garde-fous magiques-là. Et ces checks and balances, en fait, voilà, comme disait la juge Sotomayor, ils ne fonctionnent que si les acteurs politiques ont encore un minimum de respect pour ces institutions, un minimum de scrupules. Et ce qu'on a vu avec Trump, c'est qu'il considère la Constitution et les institutions comme des obstacles qu'il doit contourner plutôt qu'un cadre à respecter. Donc ça, c'est pour les checks and balances. Et très rapidement pour l'université, alors dès le premier mandat, ça c'était très clair, il y a eu une attaque très frontale. Je pense qu'il était voilà le 21 janvier, il 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 est il comment est-ce qu'on dit, il prêtait serment à 10 heures du matin, à 16 heures, il y avait les premiers décrets qui tombaient contre l'université, les woke, mais aussi contre tout ce qu'il considérait comme étant critique de ce qu'il voulait pour l'Amérique. Là, je parle du Trump 1. Donc, tout ce qui était programme sur l'environnement, tout ce qui touchait au réchauffement climatique, la diversité, les formations sur le racisme, etc. Donc, ça, c'était là. Mais voilà, on tenait un peu la rampe et c'était un duel assez intéressant entre ces deux camps.
Ce qui change avec ce deuxième mandat, c'est qu'il a vraiment transformé ses invectives, ses petites piques, voilà, ce qu'on appelle ses pitreries, il les a véritablement transformées en infrastructures politiques, avec là des décrets qui visent explicitement toutes ces politiques, voilà, tous ces cadres dont je parlais, l'environnement, le racisme, les politiques de diversité. Et on a par exemple une liste, j'en parle très souvent en France, il y a une liste de 100 mots qui sont aujourd'hui interdits. Si vous demandez ne serait-ce qu'un dollar de fonds publics, vous ne pouvez plus avoir noir, femme, environnement, allaitement sur votre demande de fonds. Donc pour les universités, la bascule, et je vais terminer dessus, la bascule, elle est très concrète. L'administration aujourd'hui se sert de l'arme financière pour mettre au pas des établissements. On l'a vu avec Harvard, on l'a vu avec Columbia, où j'étais encore l'année dernière, accusée d'être trop progressiste, trop indulgente. Des milliards de dollars de crédits sont gelés ou menacés et puis rétablis au prix d'accords qui sont du chantage. Il n'y a pas d'autre mot, du chantage contre les universités. Donc, de mon point de vue de professeur établi depuis 2 décennies maintenant dans le système américain, c'est une véritable guerre. Il n'y a pas d'autre mot. C'est une guerre qui est déclarée. Et par rapport aux entreprises, puisque là, dans l'assistance, on a surtout le monde de l'entreprise qui est représenté. Ce qu'on en voit ici en France, c'est, bon, on a vu les géants de la tech, etc., très chaleureux à l'égard de Donald Trump, y compris un Tim Cook, par exemple, mais bon, tous, hein, très très proches du président, se rendant régulièrement à la Maison-Blanche, etc. Est-ce que c'est représentatif du rapport du monde de l'entreprise, puisqu'il n'y a pas que des multinationales et que des géants de la tech aux États-Unis? Est-ce que c'est représentatif, ce que certains ont appelé l'abdication du rapport des chefs d'entreprise du secteur privé, dont on connaît la force aux États-Unis, avec la présidence Trump? Alors, je pense qu'en ce qui concerne les entreprises, et moi, je travaille sur un programme, alors en parallèle de mes activités de recherche, je travaille sur un programme de français, ce qu'on appelle le français professionnel. Donc, nous travaillons beaucoup avec l'école de commerce, la business school et l'école d'architecture. Et je le vois vraiment beaucoup dans les conversations avec les collègues de l'école de commerce, qu'il y a presque deux camps. Donc, il y a d'un côté les géants de la Silicon Valley qui se sont installés de manière extrêmement forte au cœur même de l'État, et d'un autre, des entreprises, et donc privées, publiques, semi-publiques. Et par rapport aux entreprises, moi, je pense qu'il y a eu 3 temps de réaction lorsqu'on parle de l'abdication. Alors, à partir de 2020, il y a ce que moi j'avais appelé le temps des grandes déclarations, surtout post-Covid, suivant après l'assassinat de George Floyd, où on a donc des communiqués antiracistes, beaucoup de promesses de diversification. Et dans le cas des États-Unis, on ne parlait pas que de promesses, on a vraiment vu que des milliards de dollars sont arrivés dans les universités, dans les musées, voilà, pour des groupes d'artistes. Il y a vraiment eu des créations de postes en diversité sur le genre, l'inclusion. Donc, il y a eu une sorte de matin, de printemps, de bonheur total sur ces questions-là, qui concernaient les universités, les entreprises, les cabinets d'avocats. Et là, depuis l'arrivée de Trump en janvier, il y a un temps de repli extrêmement fort et qui a été très rapide. On parle vraiment de 24 heures suivant la prestation de serment de Trump, de repli, voilà, avec beaucoup de pression politique, judiciaire, médiatique, avec des attaques extrêmement coordonnées, extrêmement fortes, verbales, très très dures contre les entreprises, et puis là, le coup de massue avec cette décision de la Cour suprême qui met fin à de nombreuses formes d'affirmative action dans l'enseignement supérieur, et qui a aussi servi quelque part d'alerte pour les entreprises. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans le troisième temps, pas d'abdication, mais d'une sorte de normalisation de ce recul, avec des entreprises qui suppriment discrètement leur bureau diversité, inclusion, genre, environnement, les pages internet qui sont nettoyées, qui disparaissent de manière assez intéressante. Alors, est-ce que c'est une abdication?
Dans certains cas, oui. Moi, je pense que oui, parce qu'il y a eu un investissement en temps, en argent. Quand je parle de milliards de dollars à partir de 2020, c'est vraiment quelque chose qui a été très concret. Il y a eu un choix d'image, il y a eu des profits qui ont été faits. Et là, il y a voilà, un recul par rapport à ces principes-là. Mais dans d'autres cas, et je le vois vraiment aujourd'hui, moi, voilà, des contacts que j'ai de l'université au monde des arts, au monde des entreprises, il y a de véritables résistances dans les entreprises. Et ces résistances-là, elles se jouent voilà, avec voilà, au jour le jour, avec des personnes qui continuent, alors on ne peut pas trop en dire, mais à marronner un peu dans les cadres, voilà, à marronner dans les cadres qu'elles ont. Et pour moi, je trouve que voilà, c'est là que se trouve aujourd'hui le véritable jeu, la véritable arène par rapport à cette entreprise qui n'a ni scrupule, ni respect pour. Mais, il y a eu, et de façon très rapide, hein, donc Trump arrive, enfin prend le pouvoir en janvier, de cette année. Les premiers mois, tout va très vite, tout est très chaotique, également, mais quand même au sein de son électorat, au sein de l'opinion américaine, bon, il y avait encore grosso modo 45-50% des Américains qui approuvaient, l'action de Donald Trump. Après, ils ont été un peu moins nombreux, un peu mécontents des tarifs douaniers, de leurs conséquences. Mais là, les derniers sondages, là, il y a encore 3 jours, montrent que, y compris dans son électorat républicain pur et dur, il y a un vrai recul, y compris sur les sujets, à la question est-ce que le président gère bien les questions migratoires, est-ce que le président gère bien les questions de société, etc. Et évidemment, les aspects économiques et la question des tarifs douaniers. Là, on est sur quasiment tous les items à plus de 60-70% de mécontents, donc y compris des électeurs de Donald Trump. Est-ce que c'est de nature à rasséréner les entreprises qui choisiraient de rester dans leur corpus de valeurs et ne pas forcément céder à la pression? Alors aujourd'hui, on est dans une situation qui est assez paradoxale, assez voilà, je pense paradoxale pour ceux qui pensent que cette situation commence avec le Trump numéro 2. Trump, pour moi, est un symptôme de la manière dont les États-Unis ont été créés. Il n'est pas une maladie des États-Unis, il est un symptôme de la République américaine. Trump 2 était possible parce que la Constitution américaine a été faite de cette manière. Mais ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que pour moi, les attaques qu'il a menées, et ça va être vraiment une réponse très directe à ta question, Audrey, c'est que les attaques qu'il a menées lors de son premier mandat contre les minorités de genre, les femmes, les noirs, les latinos, les migrants, les immigrés, les attaques qu'il va mener à partir de janvier 2025 sur... alors, on voit que le viseur s'élargit avec les soldats. Et là, on rentre dans quelque chose qui est assez mythique, parce que quand même aux États-Unis, Les vétérans. alors les vétérans, on n'y touche pas. Et on se rend compte qu'il a une stratégie que ne comprend pas, où il commence à s'attaquer à des piliers de l'américanisme, la Constitution, les vétérans. Et là, je pense que les gens commencent à se dire, c'est compliqué. Ça, c'est une chose. Première chose, et moi je suis la première à le dire, à la fin de son premier mandat, mon fonds de retraite a été multiplié par 3. Donc j'ai beaucoup d'amis qui sont de gauche ou de centre qui se sont dit, bon, on va revoter pour lui parce que quand même la Kamala, on la connaît pas trop, et puis on va quand même mettre un peu de côté la misogynie et le racisme. On va voter quand même pour lui parce que économiquement parlant, c'était assez bien. Et puis on est quand même dans une démocratie, on va retourner dans la rue comme on a fait pour Trump 1 et se disputer contre lui. Sauf qu'il est arrivé tellement violemment que les gens n'ont pas eu le temps de se dresser contre lui comme on l'avait fait pour la première fois. Donc on vote pour quelqu'un en se disant économiquement ça va aller bien, et puis voilà, il va mettre un ou deux latinos, un ou deux sénégalais dans l'avion, mais ça va aller. Sauf qu'il arrive et à partir du 22 janvier, c'est tout le monde qui en prend pour son grade. Et pour moi, c'est ce que je trouve bien par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est que ces minorités-là, que ce soit les femmes à qui on prend le droit, à qui on retire le droit de l'avortement, que ce soit les minorités de genre, les minorités sexuelles, étaient pour moi le canari dans la mine des États-Unis. Un canari qu'on a ignoré. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces problèmes-là, cette personne qui avait été élue pour s'attaquer à ces minorités-là, en fait, dézingue tous les États-Unis. L'économie est en lambeaux, la confiance dans l'économie est en lambeaux, et on le sait. Quand Wall Street commence à se dire, oulala, là, ça va pas,
il y a un problème. L'économie a besoin de stabilité. Les entreprises ont besoin de savoir qu'elles peuvent investir aux États-Unis sans que leurs employés indiens, français, etc. se retrouvent en prison en arrivant à l'aéroport à New York ou à Chicago. Donc les conditions de sérénité n'y sont plus. Et là, ça ne peut plus passer. Donc, on va voir ce que ça va donner. L'année prochaine, les prochaines élections sont à la fin de l'année prochaine. Merci beaucoup, Mme Fatou Niang. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Mme Fatou? Je n'en vois pas. Une dernière question pour toi. Est-ce que quand même, parce que là on parle des élections de midterm fin de l'année prochaine, mais ton pronostic, c'est qu'il peut y avoir un nouveau basculement dans l'autre sens à la prochaine élection présidentielle américaine, ou est-ce qu'on est dans cette situation pour un long moment? Alors, moi je pense qu'on est dans un... je vois le temps en spirale et je le dis très souvent à mes étudiants. Si on considère Trump comme quelque chose de nouveau, on l'entend très souvent des Américains dire je ne reconnais plus mon pays, mais c'est les États-Unis. Demandez à un noir ce qu'est les États-Unis depuis 1776. Trump est un symptôme des États-Unis. Donc, je pense que nous sommes engagés dans quelque chose qui est long. Et ce qui se joue ici, ce n'est pas juste le moment Trump ou le moment Trump 2.0. On est dans un cycle historique de backlash, donc des avancées réelles qui sont faites, des mouvements féministes, des mouvements qui s'occupent de l'environnement, antiracistes, LGBT, etc. Dans l'histoire américaine, on a déjà vu ça. Après l'abolition de l'esclavage, on a la reconstruction. Et puis ce déferlement sauvage qui est Jim Crow. Après le mouvement des droits civiques, dans les années 60, bam, 1980-90, on a Reagan, The War on Drugs, et qui permet l'explosion de l'incarcération de masse aux États-Unis. Donc oui, moi je veux que les gens voient ça comme quelque chose qui s'insère dans un temps plus long, qui est celui de la maladie de la démocratie américaine, mais parce que je veux terminer sur une note positive, que même si tout ceci est accentué par d'autres crises comme la crise climatique, les migrations, cette nouvelle polarisation numérique dont on a parlé avec les géants de la Silicon Valley, je veux penser que tout cela ne peut pas disparaître. Même si les démocrates reprennent le pouvoir l'année prochaine, tout cela ne disparaîtra pas par magie parce que les démocrates reviennent ou que même dans 3 ans, on aura un président démocrate. Moi, je veux vraiment qu'on se serve de ce moment pour dire « Ouh, c'est possible ». Cette possibilité a été offerte et elle n'est pas là parce que cet homme est malade, elle est là parce qu'on a un système qui permet cette maladie. Donc que la réflexion ne se fasse pas parce que Trump sera enlevé et que les démocrates puissent revenir, mais que la réflexion puisse se faire sur le système qui a permis que cet homme s'installe et qu'il fasse cela. Et je suis contente parce que quand j'entends mon voisin qui a voté pour lui en me disant tout va bien, me dire oh my god, mam, qu'est-ce que je peux lire, donne-moi de la bibliographie, et ben moi je suis heureuse de chercher mes bouquins et de me dire ça me fait une personne de plus dans l'équipe. Et voilà. Merci beaucoup, Mme. Un grand merci à toi.